Le dernier rapport du GIEC a changé la donne, en raccourcissant de 10 ans les échéances. Ça change beaucoup de choses et ça change notamment l'approche politique et l'approche de l'écologie en politique. Certes, il y a eu les visionnaires, les précurseurs qui ont éveillé les consciences, ils ont joué un rôle, mais ce sont les rapports scientifiques du GIEC, relayés notamment par la mobilisation de la jeunesse et la mobilisation citoyenne, que je tiens vraiment à saluer, qui ont changé les choses. Aussi, devant cette urgence, ce ne sont plus les grandes déclarations, les envolées lyriques dans les discours, les dogmes ou les symboles qui comptent, mais bien la rigueur de l'atteinte des objectifs que l'on mesure avec des indicateurs solides, avec des plans d'action qui, pas à pas, nous feront progresser jusqu'à ces objectifs. Nos engagements et nos objectifs doivent être ambitieux, bien sûr, mais ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est notre capacité à mesurer les progrès pas à pas, à ajuster les dispositifs et les décisions, à gérer les changements et les transitions. Et ce ne sont ni les mêmes compétences, ni le même état d'esprit. Cette autre approche de l'écologie politique, je l'appelle l'écologie de résultat. Chers collègues, nous sommes passés du moment de la prise de conscience et parfois de l'ère du dogmatisme et de l'incantation à l'ère du pragmatisme et du résultat que l'on mesure. C'est moins médiatique, mais c'est plus efficace. Et durant ce quinquennat, nous aurons posé, je crois, les jalons de cette approche de l'écologie de résultat. D'abord, parce que le gouvernement a eu le courage de dire stop à l'exploration d'hydrocarbures, aux macro-projets, Notre-Dame-des-Landes, la Montagne d'Or, les méga-centres commerciaux et de loisirs comme Europa City, stop à la production d'électricité et du charbon à partir de 2022. Je rappelle que la France est le premier pays du G7 à l'inscrire ainsi. Stop à l'ouverture de nouvel accord commercial avec un pays qui ne respecte pas les accords de Paris sur le climat. Mais le gouvernement a aussi su avancer avec notre majorité, avec l'ensemble des parlementaires qui s'y sont associés, et a fait des choix volontaristes avec à chaque fois des objectifs chiffrés, mesurés, atteignables. En termes budgétaires, d'abord, avec les 30 milliards d'euros du plan de relance pour la croissance verte, avec des crédits qui sont en augmentation continue depuis 2017, mais aussi sur le fond, avec des objectifs de neutralité carbone en 2050, de la fin des véhicules, de la vente des véhicules thermiques en 2040, des ZFE dès 2025, avec des plans inédits sur la rénovation des logements, avec la préservation de la biodiversité, avec 30% d'air protégé de notre espace terrestre et bientôt 30% aussi de notre espace maritime. Et je sais que mon collègue Jimmy Pain m'en voudrait si je ne réaffirmais pas l'importance de la protection de la biodiversité des océans, avec l'importance notamment des négociations internationales en cours et du sommet mondial pour l'océan qui se tiendra à Brest en février. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi climat aussi en 2021, ont à chaque fois posé des objectifs concrets, mesurables, atteignables et réalistes. La France aussi a su pleinement jouer son rôle en matière d'influence. Ursula von der Leyen, qui est aujourd'hui dans nos murs, l'a affirmé publiquement. La France joue un rôle de leadership dans ce domaine et je suis sûr que chacun des présidents de groupe pourra l'interroger sur le sujet et qu'elle confirmera ce rôle déterminant de la France dans ce leadership. Mais surtout, chers collègues, je crois que notre majorité, notre gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a posé les bases de l'écologie de résultat. Je vais prendre un exemple très concret, la production des énergies renouvelables. Nous avons une programmation pluriannuelle de l'énergie. Avant, nos prédécesseurs débattaient d'objectifs sur la production des énergies renouvelables et chaque région définissait son objectif, au travers du Stradet aujourd'hui, au travers d'autres outils de planification précédemment. Eh bien, chers collègues, il n'y avait pas de corrélation entre la somme des objectifs des régions et l'objectif national. Ce qui est tout de même aberrant de penser qu'on puisse les atteindre dès lors que la somme des objectifs régionaux n'a aucune corrélation avec les objectifs nationaux. Eh bien, notre loi sur climat et résilience a formalisé des objectifs régionaux en fonction des potentiels de chaque région, en concertation bien sûr, a défini une méthode avec des indicateurs communs et partagés avec la région, a mis en place un comité régional de l'énergie avec le préfet, avec les présidents de région, bref, a organisé de façon rationnelle ces objectifs pour que cette pyramide des objectifs soit cohérente et puisse nous permettre d'atteindre les résultats. En conclusion, chers collègues, je sais que beaucoup d'entre nous travaillent dans leurs travaux parlementaires sur cette logique de résultat. Je voudrais par exemple mentionner l'amendement que j'ai porté sur la thématique dans la loi climat, sur la thématique de l'obligation pour les collectivités de mesurer la part d'achat responsable et pas seulement de s'en tenir aux déclarations. Aussi, en conclusion, chers collègues, nous avons durant ce mandat posé les jalons, je crois, de l'écologie de résultat, une approche nouvelle de l'écologie politique, une approche exigeante
exigeante, complexe parfois, mais qui nous garantira une meilleure efficacité de nos décisions et de nos politiques publiques. La seule approche, en fait, qui nous amènera de façon mesurable aux objectifs ambitieux que l'on se fixe, la seule qui nous sortira des discours vains et dogmatiques dont une certaine écologie politique souffre tant, l'écologie de résultat, qui sera un enjeu majeur du prochain mandat et, je crois, aussi une signature politique.